RTL Soir, Guillaume Ouattara. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'avoir choisi RTL pour vous informer ce soir. Ravi de vous accompagner avec toute la rédaction pendant 1h15 pour vous faire vivre l'actualité en cette fin de journée. Avec à la une, l'arrestation hier soir de l'auteur présumé de l'attaque terroriste antisémite de la Grande Motte. Il était dans le quartier de Pisevin à Nîmes et on en sait plus sur son profil. Vous entendrez un document RTL dès le début de ce journal, le témoignage du policier municipal blessé dans l'explosion. Il est encore sous le choc. À 18h30, nous serons avec l'avocate et présidente de l'organisation juive européenne, Muriel Waknin-Melki. Elle est aussi l'avocate de la jeune fille victime d'un viol et d'une agression antisémite. C'était à Courbevoie le mois dernier. Et avec elle, nous reviendrons sur la montée de l'antisémitisme dans le pays. Dans l'actualité également, au Proche-Orient, escalade du conflit. Le Hezbollah libanais a attaqué Israël dans la nuit, mais l'armée du pays avait anticipé les frappes. Dernière consultation d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Il reçoit le Rassemblement national demain et pourrait dans la foulée annoncer le nom de la ou du nouveau Premier ministre. Vous entendrez Marine Tondelier, invitée du grand jury RTL Le Figaro Public Sénat M6 ce midi. Elle se félicite de la décision de Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir de ministre insoumis. Dernière minute, un nouveau record du monde au saut à la perche, 6,26 m pour Arnaud Duplantis. Ce qui me permet de vous parler des sports, puisqu'il y a du foot ce soir, évidemment, avec les premiers résultats de cette deuxième journée de Ligue 1. Lens-Brest est terminé 2-0 pour Lens. Strasbourg-Rennes en cours 1-0, c'est la mi-temps aussi pour Nantes-Auxerre 1-0. Et on part tout de suite pour une autre rencontre, Nice-Toulouse, direction l'Alliance Riviera pour un point avec vous, Mickaël Lefebvre, bonsoir. Bonsoir Guillaume, et pas de surprise ici, pas de miracle, puisque sur une pelouse fortement dégradée, eh bien, à la mi-temps, le score est de 0-0 entre Nice et Toulouse. Nice s'est vu refuser un but par l'assistance vidéo juste avant la mi-temps. Merci beaucoup Mickaël Lefebvre. On vous retrouvera dans cette édition de RTL Soir. Et puis il y a de la Liga espagnole aussi. Premier match de Mbappé au Bernabéu. Real Madrid-Valladolid qui a commencé. On vous tiendra évidemment au courant de ce match dans un instant. On vous tiendra informé puisque RTL, c'est la radio des grandes rencontres sportives. Coup d'œil sur votre météo. Le temps demain, du soleil et des températures en hausse. Enfin, le bulletin de complet à la fin de ce journal avec Valérie Catin. Et pour la rencontre Real Madrid-Valladolid, c'est en cours et c'est toujours 0 partout. RTL Soir, Guillaume Ouattara. Une attaque terroriste antisémite a eu lieu hier à la Grande Motte dans l'Hérault. Un homme de 33 ans a mis le feu devant une synagogue. 2 véhicules se sont embrasés. Une bouteille de gaz déjà présente sur les lieux a explosé, emportant avec elle un policier municipal qui a accepté de témoigner. En état de choc, il a échappé sans doute au pire. C'est un document RTL signé Manon Meyer. En fait, quand je passe devant la synagogue, donc je suis à l'extérieur, en longeant le mur, c'est là où il y a l'explosion. J'entends le bruit, mais c'est dans mon dos. Donc ce que je vois, c'est au-dessus de ma tête passer des flammes, les fumées, puis je sens un souffle. Donc j'ai l'impression d'être dans un film, quoi. J'ai les pieds qui décollent du sol. J'ai été projeté, pourtant je suis pas léger, donc ça fait une drôle de sensation. Donc je réalise pas, en fait, je me retrouve par terre, je me dis bon, je tombe sur le ventre. Donc j'ai des difficultés à respirer, je sens que j'ai mal aux côtes. Donc je rampe au sol, je me dis s'il y en a une deuxième ou quoi que ce soit. J'ai un collègue qui arrive rapidement, il me soulève, je sens qu'on me retire mon arme, on me retire mon gilet, donc je me laisse faire. Bon, au final, je m'en tire qu'avec des lésions, donc j'ai eu chaud. Après, j'ai vu les médias, donc j'ai vu que c'était pas qu'un incendie, quoi, qu'il y avait une personne qui avait fait ça intentionnellement. Donc ça, c'est des trucs auxquels on réfléchit après. Je pense que ça travaille un peu, l'air de rien, même si on essaye de dire que non, ça trotte. Un document RTL signé Manon Meyer. Le suspect a donc été arrêté dans le quartier Pisevin de Nîmes, hier soir aux alentours de 23h30. Célestin Bougère, vous y êtes pour RTL, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pu échanger avec des habitants autour de cette arrestation où des tirs ont eu lieu. Oui, surtout avec un habitant, celui du 2e étage de l'immeuble où s'était caché le suspect. Depuis son balcon, il a vu l'homme de 33 ans être embarqué par le raid. Ils ont circulé les bâtiments, ils ont monté, ils ont parti chercher les gens, voilà, et puis voilà, on a entendu des coups de feu, mais c'est lui qui est blessé. Ils ont descendu, j'ai pas vu. On a perdu a priori Célestin Bougère, ceux du suspect en direction des policiers d'abord, puis les forces de l'ordre ont répliqué. L'homme a été touché au visage sans que son pronostic vital ne soit engagé. Merci Célestin, on a eu un petit souci de liaison, vous étiez en train de nous parler de cette arrestation. Ce quartier Pisevin de Nîmes, il est connu pour le trafic de drogue notamment.
Oui, pour tout vous dire, j'ai essayé de m'approcher de cet immeuble où a eu lieu l'interpellation, mais c'est impossible avec une horde de guetteurs qui veillent au grain. Tout autour, le décor est assez particulier. Derrière l'immeuble, une rue délabrée remplie de déchets et devant une galerie commerciale abandonnée aux mains du trafic. Une insécurité qui pèse sur le moral des habitants. Alain Lorjas, le président du comité de quartier, est agacé. J'en ai marre, vous savez, moi je suis un optimiste de nature. Mais je comprends que des dames, etc., aient peur pour leurs enfants, etc. C'est pas une vie. On a le droit à la sécurité comme tout le monde. Et il faut dire que la semaine dernière, le tout nouveau commissariat du quartier situé à 200 mètres des Tours a été incendié en partie. Et puis il y a un an, la mort tragique de Fayette, 10 ans, tué par une balle perdue lors d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue. Merci beaucoup Célestin Bougère, envoyé spécial à Nîmes pour RTL. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête qui ne fait évidemment que commencer. On va faire un point sur les informations dont on dispose pour l'instant avec vous, Arthur Pereira. Bonsoir. Bonsoir. Que sait-on pour l'instant du profil du suspect arrêté ce matin ? Qu'il s'agit d'un homme de 33 ans de nationalité algérienne en situation régulière. L'individu est connu des services de police pour de petits délits routiers liés à la consommation de stupéfiants. L'homme n'est pas fiché S et n'est donc pas soumis à une surveillance de la part des agents du renseignement. Célestin Bougère le rappelait, l'homme a été interpellé peu avant minuit hier soir dans le quartier de Pisevin à Nîmes, et cela grâce à la vidéosurveillance et aux analyses téléphoniques. On ne sait toujours pas s'il s'agit de son lieu de résidence. S'est-il réfugié chez des proches ? Quelles sont ses revendications ? Son audition permettra de le savoir, une audition qui vient tout juste de démarrer. Selon une source judiciaire, l'état de santé du suspect permet de procéder à son interrogatoire. Mais attention, celui-ci risque d'être bref puisque l'homme de 33 ans doit être opéré en fin de journée. Enfin, dernière question, a-t-il agi seul ? Ce qui est sûr, c'est que selon nos informations, 3 personnes de son entourage ont été placées en garde à vue. Merci beaucoup Arthur Pereira pour toutes ces précisions. Notez qu'à 18h30, nous serons avec Muriel Waknin-Melki. Elle est avocate pénaliste, présidente de l'organisation juive européenne. Et elle est aussi l'avocate de la jeune fille de 12 ans victime d'un viol et d'une agression à caractère antisémite. C'était au mois de juin à Courbevoie. On reviendra évidemment sur cet attentat qui a eu lieu à la Grande Motte et plus généralement sur l'inquiétante montée de la violence contre les juifs en France ces derniers mois. Au Proche-Orient, escalade dans le conflit entre Israël et le Hezbollah libanais. Le mouvement proche du Hamas a envoyé une pluie de roquettes sur le territoire israélien, faisant un mort dans l'armée du pays. Bonsoir Betsapé Zalem. Bonsoir. Vous êtes notre correspondant à Tel Aviv. L'attaque du Hezbollah aurait pu être bien plus dramatique si Tsahal n'avait pas mené une opération préventive au Liban. Oui, la milice chiite avait l'intention de tirer un nombre bien plus important de missiles et de drones contre des cibles militaires stratégiques, comme le QG du Mossad, dans le nord et le centre du pays, jusqu'à Tel Aviv. L'attaque a été en grande partie déjouée par Israël, qui a lancé une opération préventive au Liban au petit matin. Benjamin Netanyahou est revenu cet après-midi sur les cibles de cette mission. L'armée israélienne a détruit des milliers de roquettes à courte portée qui visaient tout à nuire à nos citoyens et à nos forces en Galilée. L'armée israélienne a intercepté tous les drones que le Hezbollah avait lancés sur des cibles stratégiques dans le centre du pays. Une victoire écrasante contre le Hezbollah, se targue le Premier ministre israélien. Alors de son côté, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, menacé il y a quelques minutes dans un discours. Israël va désormais faire face à la réponse de l'Iran et du Yémen. L'Iran et le Yémen qui, on le rappelle, ont eux aussi promis de se venger après les éliminations de hauts dirigeants du Hamas et du Hezbollah le mois dernier. Merci beaucoup Betsabé Salem, correspondante de RTL en Israël. Notez qu'Air France a suspendu ses vols au moins jusqu'à demain vers Beyrouth et Tel Aviv. RTL Soir, Guillaume Ouattara. RTL, 18h08 chez nous. Les consultations politiques se poursuivent ce lundi à l'Elysée. Marine Le Pen et Jordan Bardella doivent rencontrer Emmanuel Macron, avec évidemment en ligne de mire la composition d'un nouveau gouvernement et surtout le choix d'un Premier ministre ou d'une Première ministre. Puisque la gauche tient à sa candidate Lucie Castet, Jean-Luc Mélenchon est prêt à ne pas avoir de ministre LFI dans un gouvernement. Pour contrecarrer les critiques émanant de la droite et du centre, une décision salutaire pour Marine Tondelier. Elle était ce midi l'invitée d'Olivier Bost dans le grand jury RTL, Le Figaro, Public Sénat et M6. Écoutez. Jean-Luc Mélenchon, de lui-même, fait une ouverture qui montre qu'il est peut-être pas l'image que les gens ont de lui. Et moi, ça me fait plaisir quand ce Jean-Luc Mélenchon qui fait ce mouvement. Deuxièmement,
qui met la balle dans le camp de l'ex-majorité présidentielle, des soutiens d'Emmanuel Macron, qui leur dit « La France insoumise, c'était ça votre problème ? Il n'y a plus de problème. Alors, que faisons-nous ? Nous avons fait un compromis. À vous, qu'êtes-vous prêt à faire ?» C'est eux que j'ai envie d'entendre. Et je les trouve bien muets depuis hier soir. Marine Tondelier, invitée ce midi d'Olivier Bost. Laurent Wauquiez, président du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée Nationale, effectuait lui ce dimanche sa traditionnelle rentrée politique au Mont-Mézenc, en Haute-Loire. Il n'a pas mâché ses mots contre la France insoumise. Écoutez. La France insoumise est un danger pour la France et une menace pour la République. Nous ne les laisserons pas faire. C'est notre responsabilité et nous l'assumerons. Nous ferons barrage à la France insoumise. Les Français n'ont pas voté pour installer Mélenchon à la tête du pays. La France insoumise est en rupture avec les valeurs de la République et il nous appartient de la combattre parce qu'ils sont sortis de ce qu'est le champ et l'arc républicain. Eh bien voilà, le ton est donné pour cette rentrée politique. Laurent Wauquiez était au micro de nos confrères de M6. On va marquer une courte pause dans RTL Soir et on revient pour la suite de votre journal. On va vous parler de ce personnage un peu trouble, Pavel Durov, un informaticien russe, naturalisé français, qui a fondé l'application cryptée de messagerie Telegram. Eh bien, il a été arrêté hier par la police au Bourget à la descente de son jet privé. Les raisons, c'est dans une poignée de secondes sur RTL. RTL dimanche soir. RTL Soir, Guillaume Ouattara. RTL 18h12, la suite de votre journal et cette arrestation hier soir à l'aéroport du Bourget du fondateur de la messagerie cryptée Telegram. C'était à la sortie de son jet privé, rien que ça. Un mandat de recherche avait été émis contre lui par des enquêteurs français. Bonsoir Hermine Leclèche. Bonsoir. Alors d'abord Hermine, est-ce que vous pouvez nous repréciser ce qu'est exactement Telegram ? Eh bien Telegram, c'est une messagerie comme WhatsApp. La plateforme est chiffrée, ultra sécurisée, mais à double tranchant. D'un côté, elle protège les données des opposants politiques et leur permet de communiquer sans risque. De l'autre, elle abrite des activités illégales, du trafic de stupéfiants et contenus pédocriminels. C'est ça qui est reproché à Pavel Durov, le fondateur de Telegram, de ne rien faire pour arrêter le développement de ces contenus. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Et parce que Pavel Durov est une personnalité très particulière. Oui, s'il y a un mot pour le décrire, c'est celui-ci, libertarien. Pavel Durov est un adepte du laisser-faire, c'est-à-dire ne poser aucune limite. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu des problèmes à Moscou quand il a refusé de bloquer des pages d'opposants politiques à demande du Kremlin sur l'équivalent du Facebook russe. L'homme d'affaires a ensuite fui le pays, fait le tour du monde et obtenu la nationalité française. Il se fait d'ailleurs appeler aujourd'hui Paul Durov. Alors, on l'a dit, le milliardaire refuse de contrôler quoi que ce soit, sauf peut-être sa propre vie. Malgré sa fortune estimée à 15 milliards de dollars, il adopte un quotidien de moine. Pas d'alcool, pas de caféine, pas de viande. Il dit n'avoir aucune propriété à son nom, ni de bien de luxe. Merci beaucoup Hermine Leclèche pour ces précisions. Sur le volet judiciaire, Pavel Durov est présenté ce dimanche à un juge. Selon 2 sources proches du dossier, eh bien, le juge pourrait prolonger sa garde à vue. À l'issue de celle-ci, 2 options, soit une remise en liberté, soit il serait présenté à un magistrat en vue d'une éventuelle mise en examen. C'est aujourd'hui les commémorations du 80e anniversaire de la libération de Paris. Une cérémonie officielle se tient sur la place d'Enfer Rochereau avec des véhicules d'époque, des personnes costumées. On y retrouve Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Macron a assisté à une parade militaire et populaire, c'est le terme qui est employé, et il a tenu un discours mémoriel où l'on pouvait faire des liens avec la situation politique du pays. Écoutez, on peut effectivement, le président a non seulement salué le message universel de Paris, mais il a aussi souligné que Paris a été libéré par la 2e DB de Leclerc, par les résistants communistes de Rol-Tanguy et aussi par son peuple, des gens différents, venus d'horizons très divers, mais unis par une même volonté, se libérer du joug de l'occupant pour retrouver la liberté. Paris fut libéré par tous ceux qui partageaient une certaine idée de la France. Tous différents, parce que venus de 100 horizons, porteurs de 1000 contradictions, mais rassemblés au sein d'une grande coalition, unis par un seul credo, clamé par des millions et des millions de voix.
Alors, il prononce même le mot coalition. On peut y voir une allusion à ce que souhaiterait le président, que les forces politiques de sensibilités différentes arrivent à se mettre d'accord pour former un gouvernement. Demain, le président reprend ses consultations, d'ailleurs pour la désignation d'un nouveau Premier ministre, près de 2 mois après le second tour des législatives. Le gouvernement démissionnaire est là, Gabriel Attal aux côtés d'Emmanuel Macron, au pied de la tribune. Il a d'ailleurs été applaudi par la foule à son arrivée et c'est sans doute une de ses dernières représentations officielles à ce poste. Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, en direct depuis les cérémonies de commémoration de la libération de Paris. Notez que nous serons un peu avant 18h40 avec François Zullmann. À 93 ans, il est un témoin vivant de cette époque puisqu'il avait 13 ans lorsque Paris a été libéré et il nous livrera ses souvenirs. J-3 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques et après une traversée du tunnel sous la Manche entre l'Angleterre et la France, la flamme est arrivée à Calais ce matin dans une ambiance survoltée que nous partage notre envoyé spécial Élie Bonin. Oui, avant que la flamme sorte du tunnel, on a d'abord entendu des cris de joie. Ludivine Munoz, ancienne nageuse paralympique, raconte cette sortie particulière, fruit du partage avec les 23 autres relayeurs. On avait juste envie, c'est d'exprimer nos émotions, notre joie et notre bonheur à avoir cette flamme avec nous. On a vraiment passé un moment incroyable. Un moment partagé puisque les 24 relayeurs étaient accueillis par 24 enfants de salariés d'Eurotunnel. Ces petits chanceux avaient des étoiles dans les yeux. J'arrive pas encore à y croire, c'est merveilleux. Je suis très chanceuse d'être ici aujourd'hui. J'en ai même pas les mots. Ça fait un sentiment au cœur et c'est très incroyable et c'est un moment unique dans une vie et il faut en profiter. Tony Estanguet, président du comité d'organisation de ces Jeux paralympiques, était fier de la symbolique du lieu. On a essayé de trouver une image assez symbolique, assez forte, à la fois spectaculaire et qui a du sens. Et effectivement, c'est maintenant parti pour 4 jours de relais paralympiques. La flamme s'est désormais divisée en 12 aux 4 coins de la France pour converger vers Paris et la vasque des Tuileries mercredi soir lors de la cérémonie d'ouverture. Reportage signé Élie Bonin pour RTL. Et on a eu ce soir quelques noms pour les porteurs de la flamme paralympique, avec notamment l'acteur chinois Jackie Chan, spécialiste des arts martiaux. Ça sera mercredi à Paris. Et puis côté français, Cocorico, Elsa Zilberstein, l'actrice, l'humoriste Jarry et le chorégraphe Benjamin Millepied sont entre autres annoncés pour porter la flamme. Le sport toujours et le foot. On suit la rencontre Nice-Toulouse et on retourne à l'Alliance Riviera où on retrouve Mickaël Lefebvre. Mickaël, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, c'est l'OGC Nice qui vient d'ouvrir le score, Guillaume, à la 53e minute de cette rencontre. Un magnifique but en termes d'une action collective de toute beauté avec eh bien, un 1-2 entre Boudaoui et Jonathan Klaus. Et c'est l'ancien Marseillais, l'international français, qui dans un angle fermé côté droit eh bien, vient placer ce ballon entre les jambes de Restes, le gardien toulousain. Donc pour l'ouverture du score niçois, ça s'était animé dans cette seconde période après une première mi-temps assez discrète. Il faut dire que l'état de la pelouse, on l'a dit, on l'a raconté, ne favorise pas le jeu cet après-midi à l'Alliance Riviera, parce que c'est vrai que cette pelouse est brûlée, cabossée, pas de belle à voir, mais en tous les cas, dans cette seconde période, c'est un petit peu plus animé. Il y avait une grosse frayeur auparavant pour les Niçois avec Bombito qui avait perdu un ballon dans la surface de réparation. Un tir contré de Gébo par Dante avait empêché l'ouverture du score toulousain, mais c'est donc bien Nice qui mène 1-0 après 57 minutes dans cette rencontre. Merci beaucoup Mickaël, vous n'hésitez pas à nous faire signe toute la soirée s'il y a des évolutions de ce score. Les autres rencontres du jour en Ligue 1, Lens-Brest, je le répète, c'est terminé 2-0 pour Lens. Match en cours, Strasbourg-Rennes 2-0 pour Strasbourg. Nantes-Auxerre 1-0 pour Nantes. Et puis ce soir, c'est Marseille-Reims à 20h45. Et dans la Liga espagnole, Mbappé titulaire pour sa première au Bernabéu. Real Madrid-Valladolid, pour l'instant 1-0, ça n'est pas un but de Mbappé. Et notez bien, dès 19h, on refait le sport avec Isabelle Langer. Puis à 20h, ça sera RTL Foot avec Philippe Sansfourche. Le foot, c'est sur RTL et c'est gratuit, alors profitez-en. Dans la rencontre de l'OM, une polémique cependant, celle autour de Mason Greenwood. Le probable futur meilleur joueur de la saison a été accusé de violences graves par sa compagne qui avait sorti un document sonore édifiant. Les poursuites avaient été abandonnées, mais son arrivée à Marseille crée des remous, Hugo Hamelin. C'est vrai, même si la justice a abandonné les charges, que le couple s'est reformé et a eu un enfant, les images du corps meurtri d'Harriet Robson, la compagne de Greenwood, restent difficilement occultables pour les supportrices de l'Olympique de Marseille. Mais en fait, il mérite même pas d'être à l'OM. Moi, je veux pas qu'il ait une carrière aussi importante. Moi, je veux juste qu'on subisse les conséquences de ses actes.
C'est pas parce que l'affaire est sans suite que l'affaire est terminée, que l'affaire est conclue, qu'il a été innocenté. Tout a été démontré. Et malgré que sa femme ait retiré ses plaintes, moi je pense que c'est une victime. Moi je fais le distinguo. Ses capacités sportives et la personne qu'il est, pour moi c'est deux choses différentes, même si à un moment ça se rejoint. Sa vie privée reste sa vie privée. Quand vous allez être dans les travées du Vélodrome dimanche soir, si Mason Greenwood marque un but, Je vais l'encourager. Forcément, mais oui, je suis marseillaise avant tout. alors le maire de Marseille était carrément monté au créneau pour mettre en garde le club avant ce recrutement sulfureux, sans procès et donc sans sanction. Mason Greenwood est condamné, tel Sisyphe finalement, à continuer de mettre des buts pour éloigner le plus longtemps possible cette affaire qui revient inlassablement pourrir sa carrière. Merci beaucoup Hugo Hamelin pour RTL. Évolution du score dans le match qui oppose Strasbourg à Rennes, 2-1 pour Strasbourg. Donc les Rennais qui viennent de marquer et de monter au score. Une dernière nouvelle aussi en athlétisme. Armand Duplantis a amélioré son record du monde du saut à la perche en passant dimanche au deuxième essai une barre à 6,26 m. C'était au meeting de la Ligue de Diamant en Pologne. Il était détenteur du record du monde dans sa discipline depuis février 2020, donc il augmente son record du monde. Le précédent record, c'était à 6,17 m. Et puis en auto, le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1 et cette victoire du Britannique Lando Norris qui a mis fin à l'invincibilité sur ses terres de Max Verstappen, deuxième de la course. 18h21 sur RTL. Un petit mot sur la météo avec vous, Valérie Quintin. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous avez des bonnes nouvelles pour nous avec du soleil demain presque partout en France et des températures en hausse. Alors en journée, oui, mais il fera parfois bien frais au réveil, comme à Rodez, où le mercure devrait descendre jusqu'à 6 degrés demain matin, quand il en fera déjà 23 à Nice. Alors cela dit, il fera beau dans la journée, ce qui va permettre effectivement aux températures de grimper. Un soleil un petit peu contré toutefois près de la Manche, avec quelques averses vraiment tout près des côtes, et un ciel un petit peu nuageux de la pointe bretonne au Pas-de-Calais. Les températures, donc dans l'après-midi, elles iront de 21 à 34 degrés entre Brest et Ajaccio, 24 pour Paris, Colmar, Annecy et Nantes, 27 à Bordeaux, 29 à Marseille. Merci beaucoup Valérie Quintin. Alors vous le savez sans doute, demain lundi c'est le coup d'envoi de la nouvelle saison d'Info sur RTL avec une nouvelle matinale jusqu'à 10h. Dès 4h30 vous retrouvez Jérôme Florin et Marina Giraudot. Puis c'est Olivier Boy qui prend le relais, Olivier Bois qui prend le relais de 7h à 10h. Le midi ça sera le duo Éric Brunet, Céline Landreau de retour. Et puis la nouveauté, Yves Calvi et Agnès Bonfillon passent la soirée avec vous de 18h à 20h. Et puis dès demain donc votre nouvelle grille d'info. Et à partir de jeudi le matin, place à Amandine Bégaud et Thomas Soto qui vous accompagneront toute l'année pour une matinale rallongée de 7h à 10h.